Est-ce que vous avez déjà été trop loin d'un point de vue sécuritaire, que ce soit dans votre métier ou tout simplement aux commandes de votre voiture? Est-ce qu'un jour, vous avez déjà conduit alors que vous auriez mieux fait de vous arrêter? Vous avez dit c'est bon, ça passe, vous rouliez à 70 sous des averses d'eau, ou alors vous étiez tout simplement très fatigué en train de traverser la France entre, je sais pas, la Bretagne et Marseille. C'était 3 heures du matin, vous étiez plus étanche, comme on dit, et c'était dangereux. Quand même assez probable, et c'est très intéressant de mettre un petit peu notre ego de côté et de redécouvrir ce qui s'est passé le 26 janvier 2020 du côté de Los Angeles avec un hélicoptère qui malheureusement a percuté le sol avec à bord le légendaire Kobe Bryant, sa fille de 13 ans et également la famille du coach. Bref, un pilote qui avait été sélectionné par Kobe Bryant pour faire le vol. Pourtant, chef pilote, réputé pour la sécurité, qui est passé du mauvais côté de la force, qui a manqué à un moment sur 8577 heures de vol d'intégrité. Il n'a pas fait ce qui était juste alors que personne ne regardait au-dessus de son épaule. Donc aujourd'hui, vous l'avez compris, nous allons revenir sur l'accident du S-76 de fut la légende du basket, Kobe Bryant, et nous allons voir qu'il y a d'excellentes leçons à en retenir. Jingle. Roger ball. Et aujourd'hui, pour cette vidéo, notre partenaire, c'est MyHeritage. Et MyHeritage, c'est tout simplement le numéro 1 des arbres généalogiques que vous pouvez trouver. C'est plus de 90 millions d'utilisateurs, mais surtout, vous pouvez accéder à 19 milliards de documents. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant? Tout simplement parce que MyHeritage va vous aider à reconstituer votre arbre généalogique. Je m'explique. Depuis la dernière fois où nous avons travaillé avec MyHeritage et que j'ai construit mon arbre généalogique, il y a des nouveautés qui sont apparues. On peut le voir là sur mon arbre, vous voyez en vert ou en marron, ça veut dire qu'il a des nouvelles choses qu'il a détectées à me proposer. Par exemple, une Smart Match. Et là, ça va trouver un document en rapport avec mon ancêtre et ça me permet après d'augmenter, d'affiner l'arbre généalogique, de trouver des nouveaux ancêtres et il faut être franc, on se comprend mieux quand on sait d'où on vient. Alors honnêtement, c'est très facile d'utilisation. Moi, ce que j'adore par-dessus tout, c'est l'IA qui permet de retoucher les photos et même de les animer. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué, on l'utilise dans certaines vidéos. Et ça permet vraiment, tout simplement de donner vie à des vieilles images après les avoir retravaillées. Et ça, personnellement, je trouve que c'est énormément impactant. L'autre point sympa, c'est que ça vous envoie régulièrement des petits mails pour vous rappeler les anniversaires. Et ça me permet d'éviter l'oubli de certains anniversaires, faut être franc. En définitive, ce qu'on vous propose avec le lien qui est juste en dessous, c'est 14 jours d'essai gratuit pour tester tout ça. Pourquoi pas le construire avant la période de Noël? Parce que ne vous y trompez pas, au moment de ces fêtes familiales, ça peut peut-être être l'excellente occasion pour revenir un petit peu en arrière dans votre généalogie, voir d'où vous venez et pourquoi pas surprendre vos parents, vos grands-parents avec des photos animées, avec des noms d'ancêtres qu'ils avaient peut-être oubliés. Alors Kobe Bryant, si vous aimez bien la discipline, le basket, les sportifs qui sont fidèles à un club, c'est la référence. Entre 96 et 2016, il a fait, accrochez-vous bien, 20 ans chez les Lakers, quintuple champion de la NBA. Un des 7 seulement à avoir inscrit plus de 30 000 points pendant sa carrière, double champion olympique, 2008-2012 avec l'équipe des Américains, et il s'était reconverti. Il avait quitté le basketball et maintenant, il avait entre autres gagné l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation avec son film Dear Basketball, qui avait à la musique, accrochez-vous bien, personne d'autre que John Williams pour sublimer tout ça. Ce jour-là, ils étaient à bord d'un Sikorsky S-76B. C'est un type d'aéronef qui a fait son premier vol le 13 mars 1977. Il y en a 875 qui ont été fabriqués quand même. C'était mis en service opérationnel début des années 80. Premier Sikorsky fait pour le marché civil. À la base, ça devait être un S-74, mais il a été renommé, accrochez-vous bien,
76 pourquoi? Pour les 200 ans des États-Unis, 1776-1976. Faut être américain pour avoir la référence, je pense. Toujours est-il que ça fait du vol offshore, ça fait du vol VIP. C'est également l'hélicoptère qui a fait le premier tour du monde d'est en ouest avec un Australien. Et il avait de bonnes commandes de vol. C'est un hélicoptère qui marche bien, qui maintenant est concurrencé par l'Augusta Westland AW139, qui n'est plus fabriqué à neuf. Il y a quand même CHC Helicopter Corporation qui en a 79. Bref, un hélicoptère qui a connu un fort succès. 3 tonnes de à vide, 5 tonnes 3 en masse maximum, 1000 litres, grand classique. 2 moteurs, on a du 2 fois 966 chevaux. Ça va croiser à 155 nœuds, ce qui est très correct. Et si on regarde un petit peu l'accidentologie de ces dernières années, bien, il y a maintenant 20 ans, en 2002, il y avait eu un crash en mer du Nord suite à un souci rotor. En 2005, c'est dans le golfe de Finlande avec un souci hydraulique des commandes de vol. En 2013, c'était un hélicoptère ambulance au Canada. Mauvais entraînement des équipages au vol de nuit. En 2017, un crash en Turquie en basse visibilité, encore une fois. Donc vous voyez quand même que pour une flotte de quasiment 900 aéronefs, pas énormément d'accidents. Ce jour-là, l'objectif de la mission, c'était quoi? C'était décoller de l'aéroport de John Wayne à Orange County. C'est un terrain qui a pris ce nom-là en 1979. Il y a 2 pistes, des pistes assez courtes, 1737 mètres d'un côté, 800 mètres de l'autre, pour un terrain qui, en 2022, a accompagné 11 millions de passagers vers une nouvelle destination, et à 303 000 mouvements par an, c'est pas rien. C'est donc un des terrains les plus courts des États-Unis. Allez, pour la petite histoire, il a été créé en 1923. Et oui, ça lui fait 100 ans, ce qui est beaucoup, surtout aux États-Unis. C'était une école de pilotage à l'époque, et c'est là que Howard Hughes, le fameux que vous avez peut-être vu dans Aviator, il a fait ses premiers records de vitesse. Et vous avez un musée là-bas, très sympa. On a conduit à côté l'autre jour quand on était aux US. Beau terrain à visiter. Toujours est-il leur mission, faire un vol de 24 miles, donc c'était pas très loin. L'objectif c'est de monter vertical le terrain de Los Angeles et après de passer de l'autre côté, faire le tour du relief et aller se poser à Camarillo, où là vous avez une piste de 1833 mètres. C'était en 1942 une base auxiliaire de la Navy et il y a un musée également au hasard. L'objectif vu la météo c'est de voler en dessous des nuages, en vol à vue. C'est une compagnie, on va en reparler, qui doit faire du transport de passagers en vol à vue. Et donc, l'itinéraire choisi va éviter le relief, va rester dans les vallées, de manière à se faufiler en fait le long des autoroutes, mais en allant plus vite, parce que le trafic en Californie, c'est pire que Paris. Non, peut-être pas quand même, mais on n'en est pas loin. La compagnie, c'est Highland Express. Ils ont un certificat d'opération pour le transport des passagers en VFR, donc en conditions vol à vue. Ils vous font donc de bonnes conditions météo pour pouvoir transporter vos passagers. Vous n'êtes pas censé rentrer dans les nuages. Ils peuvent faire du charter, ils peuvent faire du cargo. 25 employés, 6 pilotes, 2 mécanos. Ils ont une flotte avec différents types d'hélicoptères. Ils ont un S-76A, 2 76B, dont celui qui va se crasher, et 3 AS-350, donc de fabrication française, Cocorico. Pour vous donner une idée, en 2019, ils avaient fait 495 vols affrétés. Donc, dans un vol affrété, un vol charter, il peut y avoir plusieurs petits vols. Mais en gros, ils ont fait 500 missions, quoi. De ces 500 missions, il y en a 28 qui étaient pour le broker de Kobe Bryant, donc la personne qui gère les réservations d'hélicoptères de Kobe Bryant, et 13 pour Kobe Bryant en particulier, juste l'année d'avant. À savoir que Kobe avait des exigences particulières, qui étaient représentées par son broker. Il voulait un pilote spécial, et également, il n'acceptait de voler que sur bimoteur. En termes de météo, ce qui est recommandé par la compagnie pour faire ces vols, c'est 500 pieds à 1000 pieds. Un nautique de visibilité minimale. Et pour ce qui est de la réglementation, en fait, c'est 300 pieds mini, donc pas moins de 300 pieds, ce qui est plus bas qu'en France, donc 100 mètres de hauteur. Un nautique, donc 1 km 852 de visibilité, sachant que la Fédération aéronautique américaine, elle dit que vous avez nécessité d'avoir à minima 900 mètres de visie. Dans tous les cas, pour Highland Express, c'est marqué noir sur blanc. Le pilote ne doit pas prendre les airs s'il compte aller dans les nuages ou s'il pense qu'il y a une possibilité de finir dans les nuages. C'est marqué texto dans leur manuel d'exploitation. En 2019, ils ont 150 vols qui ont été annulés. Je vous rappelle, sur 500 vols effectués, donc sur 650 prévus, ils en ont fait 500. 150 vols annulés, cause météo. Et rien qu'en janvier, là, ils en avaient déjà 13 annulés cause météo, notamment le 24 et le 25. Je vous rappelle que l'accident a eu lieu le 26.
Donc on sortait de 2 jours où il y a eu de l'annulation de vol. Si vous vous retrouvez piégé par la météo, la procédure, elle dit que vous êtes censé soit faire demi-tour, soit s'il faut, vous poser, débarquer le client et gérer, prise en compte avec un transporteur. L'autre point, ce qui est recommandé, eh bien, c'est que si vous vous retrouvez avec des conditions météo limites, vous réduisez la vitesse, faire 75 ou 80 nœuds, bien plus lentement que les 155 nœuds de croisière que cette machine peut tenir, ce qui vous laisse plus le temps pour anticiper et éviter les nuages. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des machines monopilotes, donc il ne faut pas que le pilote fasse un AVC. Plusieurs semaines à l'avance, ce vol avait été réservé pour un décollage à 9h45. La veille au soir, c'est appelé pour le décaler, l'avancer de 45 minutes. Nouvel horaire de décollage, 9h. Notre pilote, eh bien, il a 50 ans. C'est un civil pur, commandé 8577 heures de vol, dont 1250 sur type. C'est beaucoup. Maintenant, pilote d'hélicoptère, est-ce qu'à votre avis, il a beaucoup de vols aux instruments? Eh bien non. Il a 75 heures sur 8577 aux instruments, dont 68 sont simulés. Donc c'est quelqu'un qui a très peu d'expérience de vol dans les nuages. C'est un pilote d'hélicoptère beau temps, même si il est censé savoir faire. C'est pas un pilote de chasse de la marine qui a fait toute sa carrière en Bretagne, où malheureusement, désolé les Bretons, on vient plus souvent en longue finale aux instruments, dans les nuages, dans la crasse, qu'au break. Dans les 30 derniers jours, il a fait 18 heures de vol, donc on va pas dire qu'il est fatigué. Il avait qu'une seule casserole, c'est que le 11 mai 2015, il avait pénétré dans une classe B sans autorisation, donc il s'était fait remonter un petit peu les bretelles. Donc vraiment, rien à dire. Il était reposé, grâce à ses SMS, on a même son rythme un peu circadien, les horaires auxquels il a dormi. Il a été recruté 9 ans avant, en 2011 dans la compagnie. Il a d'abord fait de l'AS350 avant de passer en 2014 sur S76. Ça fait donc 6 ans au moment des faits qu'il est sur cette machine. Comme je vous l'ai dit, il est chef pilote depuis juillet 2016, c'est donc quelqu'un d'important dans la compagnie et qui a des responsabilités de management, qui doit leader par l'exemple et qui donne le ton pour ses unités. Il a lié une relation avec Kobe Bryant, dont il est le pilote, avec qui il vole régulièrement depuis plusieurs années. Ils ont déjà fait 10 vols identiques, dont un la veille. Je insiste, la veille, ils ont fait la même mission, et Kobe lui faisait assez confiance pour lui confier ses enfants tout seul à bord de l'hélico. C'est important, c'est stipulé dans le rapport du NTSB, l'équivalent du Bureau Enquête Analyse français version américaine, bien c'est qu'il n'y a jamais eu de pression de la part du client, donc de la part de Kobe, par rapport à de l'annulation de vol, que ce soit météo ou opérationnel, et qu'il n'a subi qu'une seule annulation météo. C'était 11 mois avant, le 20 février 2019. Ce chef pilote, il est décrit par ses collègues comme exemplaire, comme travailleur, comme safe, comme passionné par ce qu'il fait. Et il y a un seul pilote qui en a dit, pas du mal, mais qui a dit qu'une fois, eh bien, il lui est arrivé de raconter que par moment, il avait joué gagnante et qu'une fois, il s'est retrouvé bloqué au-dessus de la couche de nuages, qu'il était parti au large, au-dessus de la mer, faire une percée bretonne, on appelle ça comme ça, traverser la couche de nuages, sachant qu'il est au-dessus de la mer, pour passer sous les nuages et revenir vers la terre. C'est une histoire qu'il a racontée une fois à un pilote sur 8577 heures de vol. Donc on est sur quelqu'un qui a l'air bien aligné à la sécurité. La machine de son côté, 4717 heures de vol. C'est rare qu'on ait une machine qui ait moins d'heures de vol que le pilote sur cette chaîne. C'est pour ça que je précise. Moteur gauche 4500 heures, moteur droit 4600 heures. Bref, il va très bien. La météo prévue sur zone 2 nautiques 5 de visibilité, de la brume, couche de nuages à 800 pieds et à 1100 pieds. Et vous avez cette haze. La haze, c'est la brume, c'est inférieur à 3 nautiques. Petit rappel, brouillard, c'est inférieur à 1 km. De 1 km à 5 km, c'est de la brume. Au-dessus de 5 km, c'est rien du tout, il fait beau. Petit point en plus quand même, en Amérique du Nord, on va vous dire si la visie est supérieure à 10 km, donc du 12, du 13, vous pouvez avoir 14 km. Là où en France, en Europe, on va s'arrêter à sup à 10. Donc si on résume la météorologie ce jour-là, vous avez une visibilité qui n'est pas si catastrophique que ça pour un hélicoptère. Je vous rappelle qu'avec grosso modo 800 à 900 mètres de visibilité en dehors des nuages, un plafond de l'ordre de 150 mètres, l'hélicoptère va réussir à y aller. Mais à côté de ça, nous sommes sur la côte ouest des États-Unis, il y a du relief, et dans la préparation de mission, on voit que ce relief est accroché. Pour bien comprendre à quoi ressemble la météo ce jour-là, il faut comprendre que ça ressemble à des entrées maritimes. C'est donc de l'air qui est rentré humide sur la terre, qui est devenu un nuage et qui est présent en fait en basse couche. C'est-à-dire que si vous prenez un aéronef au sol, voilà, la météo est pas terrible, vous mettez plein gaz, vous décollez, vous montez à environ 2500 pieds, 3000 pieds, 1000 mètres d'altitude, et là, eh bien, il va faire beau. Il va faire beau, pourquoi? Parce que c'est du phénomène météorologique, de la nébulosité de basse couche. Or, je vous rappelle
qu'il faut que ce vol se fasse en VFR. Puisqu'il y a une couche complète, il ne peut pas traverser cette couche. L'hélicoptère est donc bloqué sous la couche et il faut qu'il puisse slalomer entre le sol et les nuages, tout en maintenant des conditions météo correctes pour faire son vol. Est-ce qu'il aurait été logique peut-être de voir décoller, de passer au-dessus de cette couche de nuages, de se rendre à destination, puis de faire une percée aux instruments, comme on aurait fait avec un avion? Oui, mais ce n'est pas légal, ce n'est pas prévu comme ça pour cet opérateur. Et je vous rappelle également qu'il y a plein de problématiques à rentrer dans les nuages, notamment autour du givrage. Et donc c'est pour ça que c'est un monde à part, avec une réglementation à part et des équipements à part sur les aéronefs. Allez, c'est parti, on attaque le déroulé du vol. À 6h57 local le matin, notre chef pilote, qui d'ailleurs est également instructeur au vol aux instruments, malgré sa faible expérience aux instruments, mais c'est légal, il remplit un document pour savoir le risque encouru. Est-ce que c'est un vol dangereux ou pas? Donc il va mettre différents facteurs, ça donne un nombre de points. En fonction du nombre de points, ça vous donne une idée, parce qu'encore une fois, il est seul à décider si c'est risqué ou pas risqué, et le logiciel dit, c'est pas très risqué. Le directeur des opérations, de son côté, il se fait la réflexion que au pire, ce vol devrait passer avec 30 minutes à 1 heure de retard grand maximum, puisque tout le monde s'attend à ce que la météo s'améliore assez rapidement en matinée. Il est très rare que ces phénomènes de basse couche persiste après 10h30 ou 11h locales. D'ailleurs, ce jour-là, d'après les météorologues spécialistes de la zone, ce sera un peu exceptionnel. Donc le plan d'action du pilote, ça va être de passer par le nord de manière à rester bas au niveau du terrain, d'éviter les massifs et de pouvoir comme ça se faufiler jusqu'à destination. Il a une distance d'environ 130-140 km à parcourir. À 9h06, l'hélicoptère décolle du terrain de John Wayne. On est dans Orange County, au sud de Los Angeles. La visibilité est de l'ordre de 5 miles, donc on est largement on est en français dans le texte, dans des bonnes conditions pour les hélicoptères, et ça part en route vers Los Angeles. Alors qu'il passe Los Angeles, il se retrouve à devoir attendre dans la zone de Glendale. Il se retrouve à faire des hippodromes, des patterns d'attente. Il doit donc réduire sa vitesse et il va attendre à 70 nœuds. Pourquoi attendre? Eh bien parce que le terrain étant IFR, le contrôle aérien doit protéger les aéronefs en vol. Il y a donc une bulle de protection autour de ces avions au décollage ou à l'atterrissage. Et dès qu'il y a un avion qui fait un décollage aux instruments ou une approche aux instruments, aucun hélicoptère, aucun aéronef en VFR, en vol à vue, n'a le droit de s'approcher autour de lui du fait des conditions météo. Donc il doit attendre un petit peu que les avions décollent, se posent, et ensuite, au moment où il y a un créneau, on l'autorise à traverser. La météo se dégrade un petit peu et il en profite pour demander la hauteur justement à laquelle on sort des nuages, puisque les pilotes peuvent faire ce qu'on appelle des pilot rep, des pilot reports, et quand ils décollent du terrain de Glendale, ils voient qu'à 2500 pieds, ils sont en dehors des nuages, donc ils récupèrent cette information-là, ce qui lui permet de se faire une bonne conscience de la situation de la météo. Puisqu'il rentre dans un espace aérien contrôlé, il passe en VFR spécial, qui est un type de vol à vue avec des conditions météo réduites quand vous êtes en contrôle avec un espace aérien spécifique. Donc je vais pas trop rentrer dans les détails, mais normalement pour voler on va dire, à vue, en temps normal, il faut généralement 5 km de visibilité. Quand vous êtes avec une tour, que par exemple la météo se dégrade ou autre, vous avez le droit de faire du VFR spécial, ce qui vous autorise, en bon contrôle avec le contrôleur aérien, de voler avec des conditions météo plus précaires. En hélicoptère, encore une fois, il n'y a pas de quoi écrire à la famille. Ce sont des aéronefs qui peuvent réduire leur vitesse. Normalement, il n'y a rien de dangereux. C'est des choses qu'ils font presque tous les jours. À 9h37 d'ailleurs, le contrôle aérien dit qu'il y a 2 nautiques et demi de visibilité. Enfin, c'est des statutes miles, mais on va faire simple. Et qu'il y a 1100 pieds au-dessus du sol de plafond, donc une hauteur de 1100 pieds. Donc on est clairement dans des bonnes conditions pour l'hélicoptère. Il continue vers le nord, il va passer du côté de San Fernando. Et là, en fait, il doit voler tellement bas, malgré donc ces infos météo, il doit voler tellement bas qu'ils ont du mal à le suivre. Et il est donc décidé d'arrêter de le suivre au radar, car ce n'est juste pas possible, il perd son transpondeur. Mais c'est là où ça va devenir très intéressant. Il est monté sur Los Angeles, il est passé du côté de Burbank, il va vers San Fernando. Et là, l'idée, c'est quoi? C'est de redescendre vers la 101, la 101e highway. Et donc, il va falloir qu'il redescende. Et là, il y a plus de relief. La problématique, c'est quoi? C'est que il va se rapprocher d'une passe, à un endroit là juste derrière le relief, qui est connu, qui est réputé
pour connaître des fortes dégradations de météo. Et quasiment de manière instantanée, parce qu'il arrive assez vite, pour une raison inexpliquée, il avance à 150 nœuds, peut-être pour se refaire niveau timing par rapport à l'attente. Et là, eh bien, il se retrouve quasi instantanément dans les nuages, parce que à un endroit très précis, il y a un phénomène d'aérologie locale qui fait réduire la visibilité de la brume vers le brouillard à cause de la topographie locale. Jusqu'à présent, il était entre les 300-400 pieds de hauteur, et donc là, il se retrouve, comme on dit, India Mike, il ne voit plus dehors. Au moment où ça arrive, on lui a demandé de squawker, d'afficher au transpondeur 1200. 1200, c'est l'équivalent du 7000 en France, ça veut dire qu'il est en vol VFR, il est sorti de toutes les zones contrôlées à ce moment-là, il a réussi à se faufiler, il est donc en VFR, à basse altitude, il doit éviter les nuages, et là il se retrouve piégé. Il est 9h44, 34 secondes, il était en vol à vue, non contrôlé, il se retrouve piégé, il prend la bonne décision, la seule décision, à savoir faire ce qu'on appelait nous dans l'armée, ce que j'ai fait d'ailleurs sur mon dernier vol, vous avez la vidéo sur la chaîne, une remontée d'urgence. Vous êtes fait enfermer par la météo, les ailes à plat, je cabre et je vais chercher au-dessus de la couche, sachant qu'il sait que la couche est à 2500 pieds. Il va avoir moins de 2000 pieds à monter pour pouvoir sortir des nuages, récupérer eh bien, des références de vol à vue. Mais, encore une fois, il est formé normalement au vol aux instruments, ça ne devrait poser aucun souci. Maintenant, attention, dans l'aviation, il y a des règles. Quand vous vous retrouvez saturé comme ça en charge de travail, quand votre plan d'action change, on revient aux bases. Surtout quand on n'a qu'une dizaine d'heures de pilotage aux instruments réels sur quasi 9000 heures. Et le pilotage de base, c'est quoi? C'est aviate. Je passe dans la cabine, je regarde mon horizon, le bleu en haut, le marron en bas, je regarde ma vitesse, je regarde mon vario, je vais mettre une attitude à monter, je vérifie mes paramètres moteurs, je viens m'assurer d'avoir les ailes à plat, une attitude à monter qui soit cohérente avec ma ZCQ, mon altitude de sécurité dans la zone. Il y a du relief, il va falloir monter au-dessus de cette ZCQ. Donc là, c'est parti pour une montée. Si j'ai conscience qu'il y a du relief proche, je peux prendre une pente maximum également. Donc là, je vais chercher la vitesse de pente max et je vais essayer de grimper le plus vite possible. C'est d'abord, je gère mon attitude, ensuite ma trajectoire en termes de navigation, s'il y a du relief devant, peut-être faire un écart, ces choses comme ça. Et ensuite, en troisième, et seulement en troisième, une fois que mon attitude est bien établie, que je suis bien câblé, je me suis auto-briefé à regarder mes instruments et à croire mes instruments parce que mon système d'oreille interne maintenant va me trahir, que je peux passer à autre chose. Et là, notre pilote, qu'est-ce qu'il fait? Dans la foulée, quand je dis dans la foulée, c'est quasiment instantanément, il va parler sur la radio et il va annoncer eh bien, qu'il est en train de monter. D'une certaine manière, il communique trop tôt. Pourquoi je vous dis il communique trop tôt? Parce que dès le début, il va commencer à avoir un petit peu de gauchissement, un petit peu d'aile à gauche. Il va être incliné par la gauche et au fur et à mesure de sa remontée, il va venir chercher un apex qui est quasiment en dehors des nuages, mais il n'y sera pas. Et plus ça va, plus il va mettre du manche par la gauche, de l'inclinaison, du gauchissement vers la gauche, jusqu'à se retrouver dans une position inusuelle en descente. Le contrôleur aérien va lui demander ses attentions. Il va dire qu'il compte monter au-dessus de la couche de nuages et il est persuadé d'être en montée alors qu'à ce stade-là, il est déjà en descente. Le contrôleur lui demande également d'appuyer sur le bouton ident, donc forcément, quand vous parlez, quand vous devez appuyer sur des boutons, ça augmente votre charge de travail. Il est pris, il est tunnelisé par sa communication, par son interaction, sa volonté de faire ça proprement avec le contrôleur aérien. Il ne pilote plus sa machine alors même qu'elle a un pilote automatique. Et il aurait pu se décharger de toute une partie de la charge de travail en mettant les ailes à plat, l'aéronef à cabrer, enclencher le pilote automatique sur la trajectoire et ensuite eh bien, gérer sa charge de travail. C'est un souci de priorisation dans le cockpit de qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'il faut faire dans quel ordre, qui amène notre pilote à se retrouver en virage gauche de plus en plus fort sans en avoir conscience. Maintenant, est-ce qu'à l'arrière, ils en ont eu conscience? Probablement, oui, surtout sur la fin. Quand on voit l'attitude de l'hélicoptère, c'était clairement pas confortable. L'hélicoptère va donc atteindre un apex à 9h45 et 10 secondes, 2370 pieds, très proche de la sortie des nuages. Et là, ça va commencer à redescendre. 7 secondes après, le contrôleur aérien va lui demander ses intentions. Il va dire qu'il compte monter à 4000 pieds. Il est déjà en descente. Et là, il sort des nuages et moins de 1 seconde et demie après, il percute le sol avec les conséquences que l'on connaît.
Il n'a jamais déclaré d'emergency. Il a essayé de faire les choses proprement. Il a mis le côté politiquement correct de l'interaction avec le contrôleur aérien avant la gestion de son aéronef. Et c'est malheureusement à cause de ce défaut de gestion de priorité, ce non-retour aux bases, aviate, navigate, communicate, que cet accident a eu lieu. Alors, comment est-ce que c'est possible pour un pilote professionnel expérimenté et surtout, qu'est-ce que cela peut nous apprendre? Eh bien, je trouve ça extrêmement intéressant parce qu'on voit bien que sur quasiment 9000 heures de vol, une mauvaise décision, une mauvaise gestion des priorités à un moment donné peut amener au drame. Et ça montre bien l'importance de l'intégrité et surtout de la préactivation mentale en aéronautique. Nous n'aimons pas être surpris. Si vous êtes surpris sans vous avoir préparé mentalement à un plan d'action, il est illusoire de croire que même avec 30 ans, 40 ans d'expérience, ça va bien se passer derrière. Vous devez en permanence anticiper l'étape d'après. Et quand on est en vol dans des conditions un petit peu limites comme ça, à réfléchir en amont alors qu'on est en train de piloter et que tout va bien, se dire tiens, qu'est-ce que je fais là si je me retrouve ce qu'on appelle inadvertent IMC, si je me retrouve dans des conditions de vol aux instruments sans l'avoir fait exprès. Et ça doit vous amener déjà, à réduire votre vitesse, anticiper pour pas vous mettre dans ce cas-là, et ce qui lui aurait sûrement laissé le temps de décélérer, voire même peut-être de faire demi-tour. Rien ne l'empêchait de faire demi-tour, d'aller se poser par exemple sur un terrain comme à Glendale ou à Burbank. Il aurait pu se poser à plein d'endroits différents où il y avait de la bonne météo et faire finir ses clients en voiture sur les 15 derniers kilomètres. Donc en permanence, essayer de s'ouvrir des portes d'options supplémentaires pour ne jamais s'enfermer dans un schéma où vous n'avez pas d'autre choix que d'avancer. Parce que on n'est pas Cortez, le but du jeu, c'est pas de saboter ses navires une fois qu'on est arrivé en Amérique du Sud. Au contraire, le bon professionnel doit toujours anticiper et se créer des portes, se créer des options supplémentaires afin de ne jamais se retrouver dans la ratière comme c'est le cas là. Parce que là, il y a différents soucis. Le premier souci, c'est celui de passer dans les nuages et de ne pas avoir réussi à l'éviter, l'anticiper. Il est en violation par rapport à son certificat de transport aérien public. Il n'est pas censé aller en IMC. Ensuite, il essaye plus ou moins de le cacher en ne déclarant pas une urgence. Si vous déclarez une urgence, tout le monde va être au courant, il va falloir faire des papiers, mais le contrôleur aérien va plus vous aider. Et surtout, vous mettez de côté la gestion de l'anti-abordage avec d'autres aéronefs. Là, je vous rappelle qu'il n'est pas contrôlé. D'un coup, il arrive au milieu de l'espace aérien contrôlé, il dit « Bonjour, c'est moi ». Ça pose des soucis. S'il avait mis 7700, automatiquement, le contrôleur aérien pousse d'éventuels aéronefs et lui peut se focaliser sur son pilotage. C'est pour ça que c'est important. Si vous faites piéger par un météo, mettez 7700. Comme ça, vous n'avez pas à gérer l'anti-abordage avec les autres avions autour, vous gérez votre trajectoire, ce qui est déjà un challenge en soi, vous allez sortir de la météo, vous allez vous mettre dans des conditions où vous avez de la survie à court terme assurée, vous avez des références, vous savez faire, et ensuite derrière, vous pouvez toujours annuler votre emergency, vous ferez les papiers plus tard, et maintenant on reprend le vol de manière sereine. Cette gestion de priorité, le contrôle aérien est là pour vous aider, vous n'êtes pas là pour vous rajouter des pressions administratives, la survie à court terme est votre priorité. Ça c'est très très important. Pression due à son certificat de transport seulement en vol à vue. Mauvaise anticipation et pas avoir mis toutes les chances de son côté en décélérant, ce qui l'amène à se faire avoir par la météo. Remontée d'urgence, qui n'en était pas vraiment une, et du coup, mauvaise gestion des priorités, absence de gestion des priorités dans le cockpit et non-pilotage, non-stabilisation de la trajectoire bien les à la place qui amène, moins d'1 minute 30 après, au crash par manque de pilotage de base. En définitive, qu'est-ce qu'on peut faire dire à cet accident? Encore une fois, ce sont toujours les bases qui tuent. Et même si les bases peuvent paraître faciles pour quelqu'un qui a 9000 heures de vol, on se rend compte que quand il y a une augmentation globale de la charge de travail, si vous oubliez de dédier assez d'énergie, assez de ressources mentales au B.A.B.A., vous allez mourir. Ça me fait penser au crash de Snort qui a oublié de retirer son blocage commande de vol. On en a déjà parlé sur cette chaîne. Ce souci de blocage commande de vol qui avait amené Boeing à créer en 1935 la première checklist. On voit bien que quel que soit son niveau d'expérience dans l'aéronautique, mais c'est vrai également sur la route, c'est vrai dans n'importe quelle industrie, à la seconde où vous prenez des raccourcis, à la seconde où vous faites preuve d'une certaine paresse mentale, d'un manque de préparation, d'un manque de respect pour l'industrie pour laquelle vous évoluez, votre expérience ne vous protège
pas. Et c'est triste à dire, mais quel que soit le milieu dans lequel vous évoluez, vous devez en permanence activer votre cerveau sur l'étape d'après, vous préactiver mentalement, imaginer différents scénarios pour jamais au grand jamais vous faire surprendre, car s'il y a une seule chose que l'on sait pour sûr, c'est que lorsque l'être humain est surpris, il est illusoire de croire qu'il réagira 100% des fois de la bonne manière. Donc anticipez, préparez. Quand vous mettez derrière votre volant, dites-vous aujourd'hui personne ne meurt, qu'est-ce que je fais si j'ai un pneu qui explose, si quelqu'un arrive en route en face, si un enfant traverse, toutes ces choses-là, si ce n'est pas préactivé dans votre cerveau, il est illusoire de croire que vous aurez le bon schéma mental 100% des fois. C'est ce qu'on peut retenir du décès de Kobe Bryant, qui de son côté avait essayé de mettre toutes les chances de son côté. Il avait demandé un bimoteur, demandé un pilote particulier avec un niveau de formation, instructeur d'instructeur, et malheureusement ça n'a pas suffi. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire de plus? Eh bien, il aurait pu s'assurer du parfait alignement de son pilote à son état final recherché en tant que client. Puisqu'on est sur un hélicoptère monopilote, si un jour vous prenez un avion comme ça ou autre, n'hésitez pas, vous voyez que les conditions ne sont pas terribles, n'hésitez pas à toucher l'épaule de votre pilote avant le vol et lui dire « Hey, Mike, Pierre, Jack, Joséphine, je te rappelle que là, je t'ai missionné pour nous amener à 130 km, mais mon état final recherché, mon objectif, c'est qu'on soit tous vivants à la fin de la journée. Alors si tu vois quoi que ce soit qui te plaît pas, si tu estimes que ce n'est pas possible, rajoute-toi un peu de marge par rapport à d'habitude. Il y a ma fille, il y a des amis avec nous. N'hésite pas à nous poser quelque part d'autre, ou même on part pas si tu la sens pas, et on prend la voiture. Il n'y a aucune pression, on va pas aux Jeux Olympiques. Ça, c'était dans une autre vie, là c'est juste un match d'entraînement. Aucune pression auto-induite, s'il te plaît. Et par ce petit réalignement, ça peut peut-être, tout simplement, changer les process décisionnaires de votre pilote et vous sauver la vie. Vous allez me dire que vous n'allez peut-être pas prendre un hélico demain, mais peut-être que vous allez prendre une voiture avec quelqu'un de fatigué, prendre une voiture avec quelqu'un qui a bu un verre de trop, ce genre de choses, ralignez-les, essayez au maximum de maîtriser votre environnement, et je suis sûr que vous l'aurez compris, mais il y a un gigantesque parallèle à faire entre cet accident et la fatigue au volant. Aviate, navigate, communicate, fly safe.